Excellences, Éminences, Mesdames, Messieurs, bonjour. Il m'est agréable de procéder à l'ouverture des travaux de cette rencontre, organisée à l'occasion de la Semaine internationale du gouvernement ouvert Open Go Week 2021, autour d'une thématique fort intéressante, à savoir le gouvernement ouvert en Afrique, défis et opportunités. Je me réjouis que cette thématique ait suscité l'intérêt de tant de pays de notre cher continent. D'ailleurs, le nombre de pays participants en témoigne. En outre, je remercie notre co-organisateur, le Centre d'excellence pour le développement, pour les efforts déployés pour réussir ce webinaire. Je suis convaincu que cette rencontre constituera une occasion pour discuter et débattre des opportunités, des défis imposés et pour prospecter les perspectives qui s'offrent à nos pays africains en matière de gouvernement ouvert dans un élan de partage et de partenariat gagnant-gagnant. Mesdames, Messieurs, il va sans dire que l'ouverture et la participation constituent les piliers de l'état de droit, notamment dans une conjoncture régionale et internationale qui impose aux pays africains des défis et des contraintes à tous les niveaux. En effet, l'Afrique est appelée plus que jamais à poser les jalons d'un développement global et intégré, basé sur une gestion transparente de la chose publique et une gouvernance responsable. Les pays africains se sont engagés dans les voies de réforme pour ancrer les principes de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et consolider l'état de droit. Dans ce sens, de majeures avancées ont été accomplies en matière de l'édification démocratique grâce aux initiatives entreprises en matière de gouvernance publique, à la dynamique instaurée pour l'institutionnalisation des droits et des libertés et à la promotion de la participation des citoyens à tous les niveaux de la gestion de la chose publique. Certes, les progrès réalisés diffèrent d'un pays à l'autre en fonction des approches adoptées et des spécificités de chacun, d'où l'intérêt de s'arrimer aux standards internationaux en la matière et de bénéficier des expériences des pays avancés dans ce domaine. À cet égard, le modèle du partenariat pour un gouvernement ouvert constitue un cadre idoine pour appuyer et dynamiser le processus de réforme engagé. En effet, celui-ci définit des actions prioritaires qui renforceront la transparence, la responsabilité, l'intégrité et la participation citoyenne. En fait, le nombre croissant de pays africains engagés dans le processus d'adhésion à ce partenariat témoigne de l'élan d'ouverture, de transparence, d'intégrité et de participation dans lequel s'est lancé notre continent. Mesdames, Messieurs, le Royaume du Maroc, à l'instar de plusieurs de ses confrères africains, a fait le choix d'adhérer à cette initiative qu'il a intégrée officiellement le 26 avril 2018. En effet, notre pays a réalisé, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, des progrès importants dans les domaines liés à la promotion des mécanismes de la démocratie participative, à la moralisation de la vie publique et au renforcement des valeurs de transparence et d'intégrité, lesquelles lui permettent de consolider et d'honorer ses engagements vis-à-vis de cette initiative. Suite à l'annonce officielle de l'adhésion du Maroc à l'OGP, un premier plan d'action national pour un gouvernement ouvert pour la période 2018-2020 a été élaboré, lequel a atteint un taux de réalisation de 84%. Afin d'assurer un processus de gouvernement ouvert, participatif, efficace et durable, un système de gouvernance dédié a été mis en place en assurant une représentation égale entre la société civile et les représentants gouvernementaux. 9 représentants gouvernementaux et 9 représentants de la société civile. Cette collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs a touché également la phase d'élaboration du deuxième plan d'action du gouvernement ouvert au Maroc 2021-2022. Dans ce sens, un processus de co-création a été mis en place avec l'organisation d'ateliers thématiques de concertation avec associations et citoyens pour recueillir les suggestions qui devront être intégrées dans le second plan. En outre, un espace d'interaction numérique, de collecte des idées et propositions a été mis en place sur le portail national du gouvernement ouvert www.gouvernement-ouvert.ma. L'objectif étant de permettre à tous de participer à l'élaboration de ce plan d'action qui a été soumis à une consultation nationale le début de ce mois.
Mesdames, Messieurs, devenu le 66e pays à adhérer à l'OGP, le Maroc s'engage fermement à souscrire aux principes que porte ce partenariat, à les promouvoir. En outre, son espoir est grand de le voir s'élargir et se renforcer pour englober plus de pays du continent. En fait, promouvoir la coopération sud-sud avec les pays africains et en faire un modèle de coopération dynamique a toujours été une constante pour notre pays. À cet égard, il n'a cessé de multiplier les initiatives afin de consolider les liens de partenariat entre ces pays et de renforcer la mise en commun et le partage mutuel. L'organisation de cette rencontre intervient de ce sens. Il vise notamment à créer un écosystème dans le renforcement des partenariats en matière de gouvernement ouvert et à examiner les moyens à même de mettre à profit les principes du gouvernement ouvert pour répondre aux défis imposés à notre continent. Alors, mutualisons et coordonnons nos efforts. J'appelle donc modestement la communauté africaine de l'OGP à travailler main dans la main pour consolider les mécanismes de collaboration. Elle est proposée notamment la création d'un réseau des pays africains membres de l'OGP, le développement d'une plateforme d'échange de bonnes pratiques et l'accompagnement des pays non membres désirant intégrer cette initiative en envisageant de conduire des revues par les pairs et à leur profit. À terme, le travail commun pourra même conduire à l'élaboration d'un plan d'action unifié. Pour conclure, je tiens à exprimer toute ma gratitude au partenariat pour un gouvernement ouvert en la personne de M. Pradham et à l'équipe de l'unité de support, que ce soit Théo ou Karine, pour les efforts déployés pour appuyer les membres actuels du partenariat, ainsi que les pays voulant y adhérer, et j'espère que les travaux de cette rencontre seront couronnés de succès. Je vous remercie de votre attention et je compte sur votre engagement pour réussir ce défi. Merci beaucoup. Thank you very much, Mr. Ahmed Al-Amoumri. So now I give the floor to Mr. Tarek Nishnash, President of Center of Excellence for Development. Mr. Tarek, go ahead, please. Thank you, Sarah. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Je tiens tout d'abord à féliciter le département de la réforme d'administration, du ministère de l'économie, de la finance et la réforme d'administration du Royaume du Maroc pour l'initiative d'organiser cet événement africain à l'occasion de Open Gov Week. C'est un honneur d'être tous réunis aujourd'hui, représentant plus de 10 pays africains. Votre présence à cette rencontre témoigne du grand intérêt réservé à ce chantier et aussi du souci partagé à notre destin commun. Comme vous l'avez bien mentionné, Monsieur le Secrétaire Général, le gouvernement marocain a fait des grandes réalisations dans le chantier du gouvernement ouvert au cours de ces 3 dernières années depuis l'adhésion officielle du Maroc au partenariat du gouvernement ouvert. En effet, le succès du gouvernement central a créé une dynamique nationale. Au-delà des actions au niveau national, aujourd'hui, 3 conseils régionaux, la région de Tanger-Tétouan-Hoceima, la région de Gnimlal-Khnifra, la région de Casablanca-Stade, intègrent les principes du PGO. Et dans ce sens, nous aspirons que d'éventuels progrès soient réalisés dans le futur proche. J'aimerais là parler en anglais pour la traduction. Ladies and gentlemen, in our dear African continent, 14 countries have joined OGP. This is actually 1/4 of the number of countries in Africa. You countries today are leaders on this new paradigm of development, an accelerated development based on transparency, accountability, and citizen participation. In reality, we share a common challenge, the question of, can we have a transformative effect on the lives of our citizens and the quality of public services? And we have reasons to ensure that this challenge is actually achievable. From one side, the African population is young and ready to engage in a participatory development model. On the other side, OGP has proved that they are real open government champions and heroes within the public administrations. These are the public servants who are pushing the agenda from within. These champions are our beacon of hope. Those heroes exist in different administrations in all of our countries. Each one of the OGP countries have developed
and national action plan. And we believe that the adoption of action plans by the OGP community creates a unique opportunity to build synergies between us, which is why the idea of building a continental roadmap, an African roadmap, to strengthen collaboration between open government initiatives and that would adopt core OGP values and standards. Ladies and gentlemen, we have learned a lot during the COVID pandemic. One thing for sure is that we need to take action swiftly. We have the opportunity to leverage open government initiatives and tools to address new challenges and build back stronger and more resilient. We support the proposals of the Secretary General to create a Pan-African network and to quickly launch an online platform that would shorten, in a way, the distances between us. This digital space would gather best practices, tools, and methods that we can share and promote to our larger community. That would engage in peer learning and the utilization of our collective intelligence in a way. We also wish that this event becomes a tradition, so we get to organize regular events to strengthen these Pan-African movements. In this spirit, the Center of Excellence is engaging all its efforts to contribute to this work. We strongly believe that this is a shared responsibility between government, civil society, academia, and the private sector. We believe in a development architecture that is citizen-driven, citizen-centered, but also by citizens. And the development of our continent requires the engagement of us all. Happy International OpenGov Week to you all. Thank you. Thank you very much, Tarek. Now we will be happy to have with us Mr. Theophilus Chibiru, who is, everyone knows who is Theo. So he is the Regional Lead Coordinator of Africa and Middle East from the Open Governance Partnership. So Theo, the floor is yours. Thank you. Thank you, Sarah. I just had a problem with my network. I'm reconnecting with my laptop. Just give me. Can you hear me, Sarah? Yeah. Yes, I hear you very well. Okay. Thank you very much. I just had a small glitch with my internet, but it's sorted now. Thank you very much, Sarah, for, firstly, I would like to thank the government of Morocco, together with civil society, for organizing this very important event, and thanking the points of contacts and the government representatives that have joined this important conversation. This conversation is happening at a very important time, or the Open Government Week, at least this year, is happening at a very important time for OGP. It's happening at a time that OGP is turning 10 years old this year, and it's the 10th anniversary of the Open Government Partnership, which is very important for the partnership, because the partnership has grown from 8 countries in 2011 to now 79 countries that are part of the OGP. It's also important for the continent itself as well, as the partnership has also grown from an initial 2 countries to now we talk of, I think some of the speakers that spoke before me, of 15 countries that are part of the partnership. But I think on our continent or globally as well, this is all happening at a time when the continent as well as global, the global community is still struggling with COVID-19. COVID-19 has come at a time that has also happened at a time that a number of our countries are struggling with a number of issues, such as inequality because of access to resources, as well as
technology. It's also at a time where democracy is actually under threat in a number of our countries, maybe through elections, or even through the internet, the shutting down of internet that we are seeing across the continent. It's also happening at a time that trust between government and citizens is actually at its all-time low. The trust between citizens and governments, there's a deficit of this trust. It's also happening at a time that poverty is increasing. If you look, the UN Economic Commission for Africa highlights in its report that by the end of this year, the number of people that are below the poverty datum line would have increased by 29 million by the end of this year. And also, it's also happening at a time that service delivery is affecting service delivery. African countries are facing huge challenges in terms of service delivery. A number of our countries are failing to provide education, health, water, and sanitation sufficiently to citizens, which is also seeing a rise in riots, in dissatisfaction of citizens across the continent. But all these things that I'm highlighting are things that have always existed in our continent even before COVID-19. And what COVID-19 has done is actually bring some of these things to light, but also exacerbate some of these challenges that I've highlighted. And what the pandemic has also shown is that COVID-19 is not only a health and socioeconomic crisis, but it has also shown that it is also a governance challenge. It's also a governance crisis that we are seeing across the continent. COVID-19 has actually tested the resilience of our governance institutions. It has also tested the resilience of our governance system, and it has shown the weaknesses that exist in our governance institutions, weaknesses that we see in our oversight, in our accountability mechanisms that we have across the continent. But I think over and above it showing these challenges and the weaknesses that we see in our governance systems, what COVID has also shown is actually bring to light the importance and the relevance of open government values, the importance and the urgent need of open government principles and values on our continent. If you look at the current situation right now, there's almost 600 million US dollars that is flowing into our continent, maybe through through aid, through loans, or assistance from institutions like the World Bank. The 650 million that is flowing into our continent, very little is known about how this money is being spent. Very little is known about the loans and the aid that our governments are getting that is supposed to be helping countries recover and respond to the COVID-19. This in itself speaks to the importance of the value and the principles of open government reforms. When we talk about issues around contracts become very fundamental and very important to making sure that we're able to follow the money. We're able to know how the money is spent, where the money is spent. So the principles of open government, I think, have never been more relevant, have never been more important than at the moment, at the current moment, because of the global pandemic. But also the open government partnership itself becomes very important. The OGP National Action Plans become a very vital instrument that governments like yourselves can use to make sure that the principles of open government, the reforms of open government actually receive success, but also at the same time enable citizens to have a voice. Citizens' voice to be visible in policy, citizens' voices is visible in monitoring and evaluating the reforms that governments are implementing. Citizen voices are actually visible in monitoring that government expenditure as well as revenue is very much accounted for. But also it becomes important in making sure that oversight institutions and accountability institutions are able to hold government to account. And also, finally, to make sure that the beneficiaries that are supposed to benefit from these COVID funds actually receive
those benefits that are owed to them by the state, by governments. So we are at a point where open government is becoming more important, is becoming more fundamental. And this year alone, we have 11 countries within the continent that are submitting action plans. And it is our hope that these action plans that are submitted this year reflect the challenges that the continent is facing, but also enhance and improve the OGP processes that we're seeing on our continent. One very important thing is that the African continent and the OGP countries on the continent have never had a problem of developing ambitious commitments. If you look globally, the African continent is the continent where we have the most ambitious commitment, the most innovative commitments around, maybe around fiscal transparency, maybe around gender budgeting, access to information, extractives. We are getting very ambitious commitments from the continent. The biggest challenge that we still face as a continent is of that of implementation. Implementation is very weak, implementation is very poor. And it is one thing that I would want to raise with colleagues here and with the points of contact is, how do we galvanize the OGP ecosystem on the continent to help and improve implementation of reforms? That becomes the very important thing, because that is where transformation actually happens. This is where citizen lives actually happens. This is where participation actually happens. Transparency oversight happens at the implementation stage, while we still definitely encourage the more ambitious and innovative commitments. The most fundamental thing is actually making sure that commitments are fully implemented, commitments, results are actually achieved, which is still a big challenge on our continent. However, even as those challenges, challenge of implementation remain, it is my hope that POCs and governments that are present today are able to galvanize political leadership, because it's important. What we have seen is for implementation to go well, political leadership is very important at the highest level across government, across departments, but also important to create effective processes where civil society are able to engage the OGP processes, but are also able to support government in terms of implementation. The OGP process is all about collaboration. The OGP process is all about creating space where government and civil society are able to discuss the critical reforms that are needed, but also are able to co-implement the reforms that there would have been commitments that would have been made through the OGP National Action Plan. But also very important, which is also a request to the government presence, is that we need to see more investment in the implementation of open government reforms. The investments that we see at the moment and the challenges that we see at the moment also come from the resources that currently exist for the implementation of open government reforms. So it is very important that we look at ensuring political leadership, coordination with civil society and across government departments, but also making sure that the necessary investments are made for the implementation of open government reforms. But so in closing, I would like to say COVID-19, creates a very good opportunity for us to work together to be able to really showcase what open government can do for our governments. And I know that the people that I'm talking to today are the reformers that we are working with. I know that the people that I'm talking to today are the reformers that are actually leading the implementation of these reforms in our countries. But what is important for us to grow the ecosystem, for us to get more reformers in the countries, we need to show results. And it's important that through the implementation of these reforms, we are able to show results. And we as the OGP support unit will always be there and stand with you in making sure that we provide the necessary support for the implementation of these reforms. I think, just my final words is, as we move forward as the OGP support unit, especially the team working in Africa, but also with the larger ecosystem of OGP, we are really looking forward to see how do we find solutions to the implementation challenge that we are facing as a continent. How do we turn the tide around to make sure that our implementation rate of reforms on the continent actually improves?
Finally, thank you very much to the government of Morocco once again for organizing this event together with civil society. I really look forward to this fruitful conversation. Thank you. Thank you very much, Theo. So now I will be happy to give the floor to Ms. Pelagi Kabri, the Permanent Secretary for Modernization of Administration and Good Governance from Burkina Faso. So Ms. Pelagi Kabri, the floor is yours. Madame Pelagi Kabri, vous êtes avec nous? Vous arrivez à nous entendre? On voit que vous essayez de prendre la parole. Vous avez pu nous entendre? Madame Cabré, si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez nous informer via chat, si vous le pouvez bien, s'il vous plaît. Madame Pelagi, on vous voit. Donc, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Madame Pelagi, pouvez-vous essayer de prendre la parole? Si vous m'entendez? Maintenant, on vous entend très bien, Madame Pelagi. Parfait. Oui, mais je demande si vous m'entendez. Moi, je vous entends faiblement. On vous entend très bien. Madame Pelagi, vous m'entendez? Oui. Très bien. Okay. Donc, à vous la parole. J'y vais si vous m'entendez. Oui, on vous entend parfaitement. Moi, c'est Madame Dipama, née Cabré Pelagi du Burkina Faso. Actuellement, bon, je suis responsable de la cellule suivi et évaluation au secrétariat permanent de la modernisation de l'administration et de la bonne gouvernance. C'est bon, on s'entend? Parfaitement, parfaitement, madame. Oui. Faites-moi signe pour que je sache si on s'entend. Maintenant, ça a coupé par contre. On ne vous entend plus. Je voudrais vous présenter un peu la gestion électronique des concours de la fonction publique au Burkina Faso. Il faut dire qu'il s'agit d'un engagement et du premier plan d'action du partenariat pour un gouvernement ouvert. Et l'engagement était de systématiser. On s'entend? Wow. OK, d'accord. OK, c'est bon. Et l'engagement était de systématiser
l'inscription en ligne de tous les concours de la fonction publique, niveau supérieur au bac ou au moins 50% de ceux du bac. En réalité, il s'agit d'une plateforme dénommée e-concours. Et comment se fait l'inscription? On a d'abord commencé par un seul concours en 2015. Ensuite, en 2016, nous sommes allés à 10 concours. Et actuellement, en 2020, tous les concours de la fonction publique sont en ligne. Et le candidat rentre dans un site www.iconcours.gov.bf. Il se connecte et dans ce site-là, il crée un compte. Et sur la base de ce compte-là, il peut s'inscrire à plusieurs concours. Et donc, il y a toute une procédure que le candidat doit un peu maîtriser et créer son compte. Et à la suite, il peut choisir les concours qu'il veut postuler au cours de l'année. Et il faut dire que ce compte est unique. Dès qu'on l'a fait cette année, le candidat peut utiliser le même compte chaque année. Il suffit juste maintenant de réactiver le concours cet engagement que nous avons pris et dans notre plan de position en ligne. Ça veut dire qu'on a pris à titre pilote des fonctionnaires qui travaillent déjà et qui veulent aller à des niveaux supérieurs. On les appelle concours professionnels chez nous. Et donc, ces concours ont été faits en ligne. Et comment ça s'est matérialisé? 7 candidats qui ont composé en ligne et dans 2 sites. C'est des sites aussi qui doivent aller dans ces 2 sites-là. Et il peut, après cette composition, des résultats. Ça, c'est à terme. Mais pour l'instant, il y a d'abord eu une commission qui a siégé pour pouvoir valider ces compositions, ces feuilles de composition avant de publier la liste. Et donc, pour vraiment faire ce travail, c'est vraiment la disponibilité. Ça a été à titre pilote qu'on a pu faire ça en 2020. Il faut avoir des salles qui sont bien équipées pour pouvoir faire cette composition directe en ligne. Et en termes de correction aussi, c'est une innovation de corriger automatiquement les copies des différents candidats. Et de par le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait en place beaucoup de commissions qui doivent corriger. On faisait appel aux enseignants qui corrigent feuille par feuille. C'est vrai que ça prend du temps et aussi ça prend des ressources financières. Et l'innovation a été de faire cette correction automatiquement en ligne, puisqu'il s'agit de questions à choix multiples. Et on a eu l'accompagnement du ministre et de l'université de Ouagadougou, qui a permis que, bon, on puisse faire cette correction automatique. Et en termes d'innovation, c'est vraiment l'objectivité dans cette correction. Il y a moins d'hérité dans le traitement des résultats. Et aussi, comme je le disais, en termes de vraiment un changement, il faut sensibiliser la graphie des feuilles de réponse et aussi réviser le pas de corriger un assez important. C'est ce que je voulais partager avec vous. C'est pas avoir les concours en ligne et l'idée jusqu'à la sortie des résultats. Or, j'ai déjà mes résultats affichés. Voici l'éventuelle question. Comme j'avais que 4 minutes, j'ai été peut-être un peu rapide. Merci à vous. Madame
Pélagie, il y a des coupures, donc on n'arrive pas à entendre tout ce que vous essayez de dire. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez pu finaliser votre discours, madame? Merci, Madame Pélagie Cabré. Et maintenant, j'aimerais partager le message de Monsieur Malik Ligani, président de l'association Boaknir du Burkina Faso. Je suis Malik Lengani, président de l'association Boaknir, qui signifie un lendemain meilleur. Je suis très heureux de participer à ce forum organisé par Impact for Development et ses collaborateurs. Boaknir, c'est une ONG qui est là depuis 10 ans, qui travaille dans la participation citoyenne, dans la lutte contre la corruption, dans la promotion de la paix, de la justice sociale, dans la promotion des droits humains et aussi dans le civic tech. Donc aujourd'hui, nous parlerons du PGO et du parcours du Burkina Faso dans le PGO. Alors, le Burkina Faso est à son deuxième plan d'action qui cumule aujourd'hui 24 donc, engagements, dont 13 dans le premier pan et 11 dans le second pan. Il y a des engagements assez transformateurs tels que l'accroissement du fonds d'assistance judiciaire pour l'accès à la justice aux populations défavorisées. Il y a également un engagement inspiré de la plateforme Chikaya du Maroc pour la gestion des plaintes et suggestions des usagers de l'administration publique. Dans le premier pan, il y a des engagements qui portent sur l'open data et aussi sur l'ouverture des procédures administratives, notamment les e-services. Donc à travers tout ce parcours, le Burkina Faso a pu réussir le processus de co-création. Nous avons également pu ancrer ce processus dans la mentalité de bon nombre de Burkinabés parce que, comme vous le savez, la veille citoyenne, c'est-à-dire la veille en aval, donc la mise en œuvre des politiques publiques, est une chose très ancrée au Burkina. Par contre, la co-création, c'est-à-dire la participation en amont, est quelque chose que nous avons réussi à implanter au Burkina Faso, donc une valeur sûre du PGO. Donc au Burkina, il faut dire que nous travaillons également dans une dynamique sous-régionale et dans une dynamique panafricaine. À travers justement le séminaire PAGOF, donc, qui a eu lieu en Tunisie et après en Côte d'Ivoire. Nous partageons notre expérience donc, avec les pays déjà membres, mais aussi les pays non encore membres, pour qu'ils puissent justement adhérer au principe du PGO. Nous avons également au sein de Boaknir ici entrepris le leadership de créer une organisation, donc un réseau des OSC avec justement les OSC sœurs de différents pays et pour promouvoir le gouvernement ouvert et partager nos différentes expériences ensemble. Donc ce que nous retenons de l'histoire du Burkina, c'est que nous avons un terreau favorable, la société civile et le gouvernement
collaborent dans un esprit de confiance pour la réussite du PGO. Et donc, par ce biais, j'invite les autres gouvernements d'Afrique à se saisir de l'opportunité du PGO pour véritablement installer une gouvernance vertueuse, gager un développement durable et plus inclusif. Je vous remercie. Et maintenant, j'aimerais partager le message de M. Laurence Yelu, Country Director of Accountability Lab. I'd like to share the message of Lawrence from Accountability Lab, Liberia. Hello, everyone. I'm Debbie Lawrence Yelu II, the Country Director for Accountability Lab Liberia. Liberia launched in February a 4th National Action Plan. However, amid COVID, as the civil society lead, we convene a lot of conversation via social media and Google Doc. The social media platform was WhatsApp, where we had lots of meetings and lots of feedback. And this co-creation process with the government, we were able to use each WhatsApp group was dedicated to each of the 11 commitments. And after which we consolidated those feedback via Google Doc. And these were new ways, since we could not meet in person, but it was safer and it was dedicated for our country. Thank you so much and happy OGP week to all of you. Let's keep the good work running. Thank you. Bye-bye. Thank you, Tarek, for organizing all these messages. So now I will be very happy to give the floor to Ms. Mariana Koni, Technical Advisor to the Minister Organization from the Ministry of Trade and Industry from Côte d'Ivoire. Donc, Madame Mariama Koni, on est très ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente, je suis Mariama Koni, conseiller technique du ministre du Commerce et de l'Industrie de la Côte d'Ivoire, et je suis le point de contact OGP. Par ailleurs, je suis la présidente du comité technique de l'OGP, donc qui est l'organe opérationnel pour la mise en œuvre de l'ensemble des activités au titre de l'OGP. Bien entendu, je vais commencer en remerciant les organisateurs, donc le gouvernement du Maroc, pour cette belle opportunité qui nous s'est donnée aujourd'hui de pouvoir se rencontrer à nouveau et échanger d'une problématique très importante, mais que malheureusement, nous n'avons pas toujours l'opportunité de pouvoir rentrer dans le fond du sujet. Donc, encore merci pour nous donner cette opportunité. J'en profite également pour saluer l'ensemble des participants et des pays présents et les remercier bien entendu de prendre le temps d'échanger avec les uns et les autres sur les problématiques du PGO. Mon intervention à moi va beaucoup plus axer au fait sur la mise en œuvre globalement de l'OGP en Côte d'Ivoire et dans un deuxième temps préconiser un certain nombre de solutions pour pérenniser ce processus. En près de 10 ans, on constate que l'initiative OGP a réussi à fédérer un certain nombre de pays, un certain nombre de gouvernements, un certain nombre d'organisations de la société civile. Je pense que, sans nul doute, ça démontre bien que cette initiative répond, et très justement, à des préoccupations d'une population qui a de plus en plus envie de participer à la manière dont les choses sont faites au niveau des différents gouvernements. La Côte d'Ivoire a adhéré depuis octobre 2015 à cette initiative, bien entendu après avoir satisfait aux conditions d'éligibilité,
relatives à la transparence budgétaire, à la déclaration de patrimoine, l'accès à l'information et puis enfin la participation citoyenne. Au départ, l'adhésion de la Côte d'Ivoire a été une volonté gouvernementale. Donc, c'est vraiment le gouvernement, en prenant connaissance de cette initiative, qui a pris l'initiative de pouvoir la mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Donc, à cet effet, des équipes ont été déployées pour pouvoir déjà respecter les critères d'éligibilité et puis ensuite pouvoir rentrer réellement dans le processus. Mais chemin faisant, on s'est rendu compte que la société civile a vraiment adhéré à cette initiative, donc a réalisé tout ce qu'il fallait pour pouvoir vraiment prendre sa place dans l'ensemble du processus. Donc, on voit bien qu'on est parti d'un processus qui était, on va dire, très orienté gouvernement pour ensuite, de plus en plus, se rapprocher, entre guillemets, de la cible, donc de la population qui rentre dans le dispositif et qui exprime sa manière de faire. Et pour vous donner à titre d'exemple, je peux citer le 3e plan d'action que nous avons réalisé fin de l'année dernière, pour lequel la société civile a été vraiment à l'initiative de l'ensemble des thématiques qui ont été réalisées. Par le passé, on organisait des audiences publiques auxquelles la société civile et le gouvernement participaient, et de là se dégageait un certain nombre de problématiques qui étaient prises en charge ensuite dans le cadre des plans d'action, donc de l'activité qui était menée avec les différentes administrations. Mais en 2020, on va dire assez tristement, mais du fait de la crise sanitaire, il a fallu pour la Côte d'Ivoire revoir entièrement son processus d'élaboration et donc déjà de pouvoir s'appuyer 2 fois plus sur la société civile et sur les moyens technologiques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, à partir des propositions que nous ont faites, de propositions de thématiques que nous ont faites la société civile, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des administrations concernées à l'effet de pouvoir déjà déterminer un certain nombre d'engagements en tant que tels. Et en parallèle, une procédure a été mise en place grâce à Internet, donc grâce aux consultations publiques en ligne, pour pouvoir tester ces thématiques auprès du grand public, auprès de la population. Et donc, ce qui est venu corroborer l'ensemble des travaux qui ont été menés par la société civile elle-même. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'OGP, sans nul doute, répond à une préoccupation majeure des populations qui cherchent à comprendre de mieux en mieux, qui cherchent à comprendre comment fonctionnent nos gouvernements, comment fonctionnent les services publics et pour ensuite pouvoir elles-mêmes s'impliquer beaucoup plus. Et en ce sens-là, les principes et les valeurs que prodigue l'OGP viennent complètement nous aider à pouvoir rentrer dans ce dispositif, à ce besoin de la population et de leur apporter le niveau d'éclairage qu'il faut, avec bien entendu cette notion de co-création. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'expérience que nous avons eue nous a bien montré que dès lors que la société civile, en partenariat avec les administrations, arrivait à trouver un terrain d'entente favorable sur les choses qui doivent être faites et la manière de les faire, s'en suivait après une certaine facilité dans la mise en œuvre, parce que nous nous comprenons tous et on est sûr que l'ensemble des actions qui ont été menées visent vraiment à répondre aux besoins précis qui a été identifié par la société civile. D'où l'idée qui nous est venue, qui est de dire que dorénavant, il faudrait de plus en plus intégrer les actions que mène la société civile dans les affaires de l'administration. Et aujourd'hui, on voit par exemple dans certains engagements que nous avons pris dans ce dernier plan d'action 2020-2022, que la société civile est de plus en plus au cœur de certaines activités ou de certaines actions qui vont être menées. On le voit au niveau de la participation de la société civile à la définition, on va dire, du budget. Donc ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Habituellement, ils ne participaient pas forcément au processus d'élaboration budgétaire. Aujourd'hui, grâce au plan d'action que nous avons mis en place, nous allons aller de plus en plus vers une participation plus active
de la société civile dans les travaux préparatoires de l'élaboration du budget. De la même manière, on se rend compte que la situation que nous avons vécue nous a amené aussi, et la participation avec la société civile nous a amené à être plus innovants dans la manière de faire. Donc, il a fallu, par rapport à la crise sanitaire, s'asseoir tous autour d'une table pour redéfinir le modèle du fonctionnement. Et donc ça nous a amené à définir un nouveau modèle dans lequel on mettait plus au cœur, certes, la société civile, mais on intégrait également de nouvelles composantes que sont les NTIC, qui nous ont permis d'accélérer le processus de co-création et de pouvoir répondre en temps et en heure aux obligations que nous avons sur l'année 2020. Ensuite, ce que je voudrais mentionner, c'est les défis que nous avons tous, que nous rencontrons tous dans la mise en place des activités du PGO. En Côte d'Ivoire, nous ne dérogeons pas à la règle. Les défis que nous avons à mener sont beaucoup plus d'ordre, on va dire, financier. Donc aujourd'hui, mettre en place l'ensemble des activités telles que nous le souhaitons nécessite un certain nombre de moyens. L'État peut faire une partie, mais bien évidemment, l'État ne peut pas tout faire. Donc, cela nous amène aujourd'hui à réfléchir sur des dispositifs qui nous permettraient de pouvoir réaliser, grâce à ce que l'État peut mettre en place, un minimum, mais de surtout encourager aussi le secteur privé, les bailleurs, à pouvoir intégrer un peu plus le processus, de sorte à pouvoir venir équilibrer les forces. Parce que nous sommes convaincus que plus on injecte des moyens indépendants aussi de l'État, et plus ça oblige l'État à beaucoup plus de transparence dans la manière dont les choses sont faites. Donc, de notre point de vue, la recherche de financement à l'extérieur du gouvernement ou de l'administration est également un moyen de pouvoir améliorer la manière dont les choses se mettent en place au niveau du gouvernement ouvert en Côte d'Ivoire. Donc, nous incitons et nous essayons de mettre en place l'ensemble du dispositif qu'il nous faudrait pour nous permettre de pouvoir capter le maximum de ressources. Et pour ce faire, nous sommes aujourd'hui dans une logique de transformation on va dire, du cadre institutionnel dans lequel l'OGP fonctionne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous essayons aujourd'hui d'institutionnaliser l'OGP en créant, on va dire, un secrétariat exécutif complètement autonome et qui permettrait de pouvoir pérenniser non seulement l'ensemble des actions qui sont menées, mais qui, grâce à l'autonomie qu'elle a, permettrait peut-être de mieux construire toutes les assurances qu'on pourrait donner à l'ensemble des parties prenantes qui voudraient intégrer le système et qui voudraient contribuer au système, que ce soit d'un point de vue financier ou que ce soit d'un point de vue organisationnel. Et donc, c'est ce sur quoi, aujourd'hui, nos réflexions sont portées pour nous permettre de créer, on va dire, un secrétariat exécutif, un genre de maison de l'OGP qui deviendrait une entité, même rattachée, bien entendu, aux activités du gouvernement, donc au gouvernement, mais qui aurait une forme d'autonomie dans sa manière de fonctionner pour vraiment pouvoir capitaliser l'ensemble des actions qui sont menées et ensuite renforcer cette coopération que nous souhaitons entre l'administration coordinatrice, l'administration qui réalise les engagements et la société civile, de sorte à pouvoir constamment s'assurer de respecter les règles de l'OGP, les valeurs de l'OGP et d'apporter le bien-être et l'inclusivité qu'on devrait avoir dans l'ensemble des activités qui sont menées au niveau du gouvernement. Voilà un peu ce que j'avais souhaité partager avec vous ce matin à l'occasion de cette rencontre entre pays africains au titre de l'OGP. Merci et bonne semaine de l'OGP à tous. Merci beaucoup, Madame Mariama, pour votre contribution très riche. Donc, on est ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui et merci encore une fois. And now we would like to share the message from Nigeria.
of Mr. Stanley Achonu, Operations Lead of Budge IT. Hello, it is OGP Week and I wanted to use the opportunity to share a few lessons from the civil society partnership with their government counterparts here in Nigeria. First example I want to share with you is about collaboration and volunteering to contribute to the work to be done. Budget is an example of this collaboration. Working with state governments across the Federation, Budget developed a template for citizens' budget which state governments have now adopted to explain to citizens in greater detail the budget to be implemented in any fiscal year. Another example I want to give to you is from our colleagues at Public-Private Development Center, PPDC. PPDC developed Budeshi a while ago before Nigeria joined the partnership. And that Budeshi platform was used as pilot for procurement implementation in Nigeria. And that is now being used across the Federation by very many state governments in Nigeria. But they've also shared this information with other African countries. Currently, this platform is live and used by the Ugandan government. And they are in ongoing talks with both Malawi and Kenyan governments to deploy Budeshi for public procurement. Budget is also on an expansion drive across Africa. This example are opportunities that I think that we in Africa can use to continue to expand the work, collaborate, and support each other to build the Africa of our dream. And now a message from Senegal, from Miss Fatou Jagne, Regional Director d'Article 19. Message du Sénégal de l'association Article 19, Madame Fatou Jagne. Le Sénégal a adhéré au PGO et depuis quelques années, la société civile et le gouvernement travaillent ensemble pour développer un plan d'action qui nous permettra de relever les défis de gouvernance. Ce plan d'action est en cours et moi, en tant que représentante de la société civile, je co-préside avec le représentant du gouvernement pour l'élaboration de ce plan d'action multi-acteurs inclusif qui nous permettra de relever les défis de gouvernance. Nous avons identifié une douzaine de priorités, dont l'accès à l'information. L'accès à l'information est une des priorités pour le Sénégal, pour l'article 19 également, parce que comme vous le savez, l'information est tout. Lorsque les citoyens ont le droit d'accès à l'information, ça permet au gouvernement de pouvoir informer les gouvernés, mais aussi à ces derniers de pouvoir savoir ce que le gouvernement fait en leur nom. Donc cette dialectique entre État et gouverné est très importante et nous pensons que le PGO nous permettra de relever les défis et les challenges de gouvernance que nous rencontrons. Au-delà de cela aussi, la qualité des services publics, la redevabilité et tant d'autres secteurs sont sur la table et nous espérons à travers ce plan d'action que nous pourrons ensemble avancer et monitorer les engagements que le Sénégal va prendre bientôt dans le cadre de ce plan d'action. Nous remercions votre initiative pour ces échanges d'expériences entre les différents pays et je pense qu'ensemble nous pouvons davantage bâtir des meilleures sociétés gouvernées dans la transparence, dans l'accès à l'information et qui respectent l'intérêt du public. Nous vous remercions et nous travaillerons ensemble pour que l'accès à l'information et que la gouvernance puisse devenir une réalité dans nos différents pays. Merci. Merci beaucoup, Tarek, pour le partage des messages du Sénégal et du Nigeria. Now, the floor is to Mr. Khalid Selami. We are very happy, Mr. Khalid, to have you with us today. Mr. Khalid is the Director General of e-Government Unit from the Republic of Tunisia. So, Khalid, the floor is yours. Thank you very much. Bonjour, Sarah. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Très bien, très bien. J'ai eu quelques problèmes de connexion, donc maintenant je pense que c'est résolu.
Merci beaucoup, Sarah, pour cette invitation et je remercie aussi Si Ahmed Al-Amoumri, le secrétaire général au ministère de l'administration marocaine et la société civile marocaine et aussi l'OGP, le bureau de l'OGP à Washington, pour l'organisation de cet événement à l'occasion de la semaine du gouvernement ouvert. Nous sommes très contents d'y participer. D'ailleurs, la Tunisie organise en parallèle et durant cette semaine un certain nombre d'événements dans le cadre donc, justement de l'OpenGov Week. La Tunisie dispose déjà d'une bonne expérience en matière de gouvernement ouvert et de PGO. On est, comme peut-être vous le savez, membre de cette initiative depuis 2014 et nous sommes en train de finaliser la préparation de notre 4e plan d'action. Donc, nous venons d'achever notre 3e plan d'action donc à la fin de l'année 2020 avec justement 13 engagements et plusieurs réalisations dont notamment l'introduction de l'aspect gouvernement ouvert et aussi le plan d'action PGO dans un nombre de localités, de municipalités tunisiennes. Donc, on a choisi 12 municipalités pour y implanter un plan d'action local en matière de gouvernement ouvert. Nous venons aussi d'achever la préparation du 4e plan d'action. On va bientôt le publier et il a été approuvé par le gouvernement tunisien. Il comporte aussi 13 engagements répartis sur 4 axes. Donc, le premier axe, ça concerne l'accès à l'information et la transparence. Le deuxième axe, c'est la participation citoyenne et donc la participation et la démocratie participative. Le troisième axe, ça concerne le gouvernement ouvert à l'échelle locale. Et le 4e axe, ça concerne l'amélioration des services publics offerts aux citoyens. Donc, ce 4e plan d'action, nous avons déjà entamé la réalisation et il sera publié très, très prochainement. Aussi, durant cette disons, expérience de PGO en Tunisie, nous avons réussi à mettre en place ce qu'on appelle un repository of actions, c'est-à-dire c'est en fait un site web ogp-tunisie.gov.tn où on a mis toutes les réalisations et toutes les activités qui ont été réalisées dans le cadre des différents plans d'action nationaux. Donc, le citoyen tunisien pourra trouver dans ce site toutes les informations qui concernent les différents engagements qui ont été pris par le gouvernement tunisien dans le cadre du programme PGO en Tunisie. La Tunisie aussi a réussi à lancer un certain nombre d'initiatives dans le cadre de ce programme OGP. Donc, je peux mentionner comme exemple l'initiative Open Data. Donc, on vient de publier un décret Open Data qui organise la publication des données publiques. Aussi, la Tunisie dispose d'un portail Open Data où c'est un portail qui est connecté à d'autres portails sectoriels tels que le portail
de l'industrie ou le portail Open Data du ministère de l'Agriculture, de l'Institut national de statistique, du ministère des Affaires culturelles. Et donc, c'est un portail fédérateur qui permet donc d'interconnecter à travers des API les différents jeux de données qui ont été publiés par les instances publiques. Aussi, dans le cadre du programme PGO, on a lancé un programme d'incubation d'un nombre d'entreprises qui, suite donc à l'organisation d'un hackathon national en matière d'open data, et aujourd'hui un nombre de startups ont été sélectionnés pour justement les aider à lancer leurs projets par l'utilisation des jeux de données publiés par les instances publiques. Une autre réalisation serait l'OGP local, où on a réussi à mettre en place un certain nombre de plans d'action locales dans un nombre de municipalités, et donc durant le prochain plan national, nous allons lancer d'autres plans d'action PGO dans d'autres municipalités. Aussi, on a 2 municipalités qui ont réussi à joindre le programme PGO, donc ils sont devenus membres à part entière de l'initiative de municipalités Gheb et El Kef, qui ont été choisis par le programme PGO pour devenir membres de cette initiative, et aujourd'hui ils sont membres à part entière donc, de cette initiative. Bien sûr, tout ce qui est accès à l'information, la Tunisie aujourd'hui dispose d'un cadre juridique qui est bien positionné à l'échelle mondiale et qui nous a permis d'instaurer l'instance nationale d'accès à l'information et d'autres initiatives en matière je vois que certains participants se plaignent de la qualité du son. J'espère qu'il n'y a pas de problème à m'entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, Khalid, c'est bon. C'est bon, d'accord. Donc, c'est de leur côté. Voilà, donc c'est un peu les réalisations qu'on a réussi à mettre en place. Bien sûr, la Tunisie applaudit cette initiative d'instauration d'une initiative donc à l'échelle africaine qui englobe les pays africains francophones, mais aussi anglophones, parce que c'est important de travailler ensemble et d'échanger surtout les leçons donc apprises par nos différentes expériences, et j'espère qu'on pourra continuer et pousser cette collaboration. Et je félicite encore une fois le Maroc, parce que non seulement elle a réussi à intégrer et à devenir membre du PGO, mais aussi elle est devenue un acteur important et actif. Ah oui, bien sûr. Non, c'est Ahmed, c'est vrai. Donc, ça nous rassure et que nos choix étaient bons. Et j'espère qu'on va continuer cette collaboration et nous continuerons à donner cette image d'énergie et de bonne gouvernance au monde des pays africains. Et merci beaucoup de nous avoir bien voulu nous associer à cet événement. Merci beaucoup, Khalid, pour votre contribution très riche dont on a pris note. Et on est vraiment ravis de vous avoir avec nous et que la Tunisie supporte cette initiative panafricaine. Donc, merci beaucoup encore une fois. Now, I would like to share the message of Ms. Marcela Samba Sesay, Executive Director of the Campaign for Good Governance from Sierra Leone.
I am Marcella Samba-Sise, and I am a steering committee member of the Open Government Partnership Process in Sierra Leone and the Executive Director for Campaign for Good Governance. Sierra Leone has entered the third cycle of Open Government Partnership, and we have done 3 national action plans. But worthy of note and celebration is the 3rd National Action Plan, which focuses on parliamentary openness. First and foremost, a parliamentary app has been done to ensure citizens understand the dynamics around parliament. A parliamentary working group has been formed. Equally so, a parliamentary open day was held that brought citizens closer to parliament, and the structure of parliament has been refurbished to ensure that persons with disability have access to parliament, physical access to parliament. So a lot has been done around making sure that citizens' participation is reflected in parliamentary workings and ensuring that the feedback loop between citizens and parliament is closed. So I want to congratulate you all on a successful Open Government Partnership Week. And now a message from South Africa, a message from Mrs. Sukizwa Kwata, the Head of Monitoring and Advocacy of Public Service Accountability Monitor. In South Africa, the Open Government Partnership platform has provided meaningful opportunities for both civil society reformers and government reformers to engage openly and often in very robust ways. And that in itself is quite a valuable opportunity to initiate change within systems and change in relation to societal problems and co-creation. There are 2 exciting innovations or developments within the OGP space in South Africa at the moment. The first is the publication of the most recent action plan, the 4th National Action Plan. Within it, it has 3 commitments: 1 relating to open data, a 2nd relating to fiscal openness and open contracting, and a 3rd around beneficial ownership transparency, all of which are very important discussions at the national level in South Africa. The second exciting intervention is the introduction of the first OGP local in South Africa in a particular local authority called Makhanda in the Eastern Cape. And that sees the first of its kind, and in particular, meaningful collaboration towards a co-created action plan between civic actors and government reformers. And so that is a really exciting innovation, and one that we hope to see the fruits of in the months and years to come. Hello. Hello. I think that's Kalilu Tutangi. Hello. This is Kalilu. Yeah, this is Kalilu from Freetown, Sierra Leone. We are very happy to have you with us, even if I think that you wouldn't able to join us from the beginning of the event, but we are really happy to have you with us. And I think that the floor is yours, so if you can contribute to the event. Thank you very much for coming to join us. Thank you very much. I'm sorry, I think I misunderstood the timing of it all. But I'm happy to be part of this because we here in Sierra Leone have been part of the OGP process since 2013. And I have been the point of contact for OGP since 2018. And this is the 3rd National Action Plan that we are just concluding, and now we are doing the co-creation for the 4th National Action Plan. What we did in the last year, the 3rd National Action Plan, was to look at those areas that we were not able to conclude in the 2nd National Action Plan, and that we thought there was need for us to follow up on, including things around the beneficial ownership and things around education, which had become a very important issue in our country. We are also looking at other areas, especially including gender and access to justice. We had made progress in some of these areas because the new government has shown some commitment, especially in areas around access to justice,
women's access to justice and women's empowerment. However, we have some persistent challenges, especially as it relates to the commitment of the government partners. We have a steering committee comprising of 16 institutions split between civil society and government equally. And in most of the things that we do, we require the fullest commitment of government because they are the implementing agencies of some of the commitments that we had made. And however, that has not been forthcoming in many of the areas. But recently, we have worked with the Cabinet Secretariat through the Cabinet Secretary, who is in fact in charge of many of these institutions to get them to show further commitments, even in terms of their attendance to meetings and follow up of some of the benchmarks and milestones that we had agreed on. So we are beginning to see some movement recently in the area of pursuing justice for women. The government has instituted a fast-track court for dealing with SGBV issues, and there has been a commitment. Government has also come forward with a gender and women's empowerment policy, which we hope in the near future will transform into an act that will not only require the commitment of government or lack of commitment thereof. We are also looking at, in the next action plan, we want to deepen our relationship with Parliament. Already we have a parliamentary working group on open government. We are hoping that with more commitment from the Speaker and the Clerk of Parliament, we will have a standing committee of Parliament on the issues around an open governance. So we are not doing badly in terms of our relationship with government and in terms of carrying out some of the commitments that we have made. But we are hoping that we will see a further participation of the government institutions that are on the steering committee in terms of the attendance to meetings and follow up of some of the commitments we have made. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Khalilou, for your contribution. We are very happy to have you among us. Sorry, we have just a message from the representative from Kenya. He is trying to join us. Please just wait for us for some moments. I think it's okay. Mr. Dawit from Kenya. Do you hear me? Yes, I'm from Ethiopia. Sorry, because we are also waiting for Ethiopia. So, Mr. Dawit, we are very happy to have you among us. It wasn't very easy for you to join us in the beginning, but no problem. We are very happy to welcome you. And Mr. Dawit Shimlis from Ethiopia, the floor is yours. Thank you very much for joining us. Thank you so much, everyone. I'm very sorry for being late because I have an urgent meeting with other issue. I thank you all for giving us an invitation to participate here. As the topic is next, Ethiopia is currently becoming a member OGP, and this is due to a lot of work done in budget transparency and accountability, which are already on board in overall governance structure of Ethiopia, especially on budget transparency. We have done a lot of things. The coverage is around 90% of the government sectors have a transparent system on to the citizens on how the
allocated and how it is executed, as well as the accountability in terms of different citizen engagements as done by our government as a reform. In addition to that, there are a lot of things that are done by our government in terms of engaging citizens and civil societies in different aspects and build up on the structure as well as the system on how we can engage them in development processes. So we are happy to have such a session to learn how other countries experience on such aspects, as well as we are new to be a member in this exercise. We hope that we will learn a lot from other countries in addition to what we have on hand before. Thank you so much. Over to you, Chair. Hello, Mr. Philip Figo from Kenya. Hello, how are you? Very happy that you join us to this meeting. So even if you wasn't able to join us from the beginning, but we are really happy to have you among us in this Pan-African meeting where we have the chance to gather many countries around the Open Governance Partnership. So the floor is yours. Thank you very much. I wanted to share the screen, but I can't share. Is that possible? Can you try now, Philip? Thank you. Let me try, and my apologies for being late. So quickly, just do this very quickly. Thank you very much for this opportunity to share the sort of reflections that Kenya has. I'll try to stick to my time of open government in Kenya. Of course, we started, well, one of the first countries to join OGP in 2011. For those who understand our history in the interest of transparency, we actually defaulted in 2014, and this was because of our democratic transition. So that is one of the challenges. The second thing is that OGP was not anchored high enough in government, so we basically had to anchor it at the presidency. Then we started to comply in earnest in 2015, and the results of that now, for the first time, we have steering committee membership of both His Excellency the Deputy President and a civil society member. Over time, we have had 4 national action plans, so this is our 4th. We have 5 at subnational level. We've done about 70 commitments. We are the only country in Africa right now having most or the majority at the AGP subnational, which is about 4 counties in Elgeyo, Makueni, Nandi, and Nairobi City. We also have a very proactive steering committee that is multi-stakeholder, including all arms of government and civil society and private sector. We basically frame our GP engagement around these 4 areas. One, I think openness by default is how do we increase innovative solutions for improving services? How do we also use open government as a platform to co-create change? How do we potentially also use evidence and learning, heavily leveraging on data and innovation? And finally, is that how do we ensure that there's ownership in OGP in Kenya, but across Africa? Last year, for those who remember, the previous year, Kenya was a witness to the signing between OGP and the Africa Peer Review Mechanism. So that's one of the things that we've been pushing around ensuring the normative framework is connected. So the key achievements, I think, for us is beneficial ownership is something that we've anchored, and we're part of the international steering group for that. We have a vibrant multi-stakeholder network that has a steering committee, has a technical committee, and has also a cluster of working groups that are everyday pushing openness and transparency. We have a unique model. For us, we call it open government franchise model, where we have also other subnational governments, independent commissions that are not part of the core OG open government partnership, but we believe we have an open government initiative in Kenya.
We also are the first country to integrate open government with Africa peer review mechanism, which we have domesticated into what we call the subnational peer review mechanism. We continue to engage other countries who are not part of OGP. I think in terms of gains, we've had quite interesting legislations through our OGP network. One is we're the first country to enact the climate change law post Paris 21. We also passed through an access to information and data protection policy and a beneficial ownership amendment to our Companies Act. Through OGP, we actually institutionalized the Kenya Space Agency to make geospatial data open and accessible for government projects. We also connected data and sustainable development, connected data with service developments around agriculture and smallholder farmers. And also in terms of responsiveness, we've been able to even have points of contacts in parliament and in independent institutions, including subnational governments. I think in building forward together, we looked at the other three national action plans in terms of transition, because we were coming in after a new constitution. The second piece, because we defaulted, we've been looking at it as a recovery national action plan in terms of getting us back on track on issues around open government. The third one was really about resiliency, is how do we cushion open government through transitions. The fourth one, which is where we are now, we think is around institutionalization of open government all across civil society and government. For those of you who do not know our national action plan, these really are the core platforms that we are developing around our action plan. So beneficial ownership, open contracting, using data for public participation, and therefore also ensuring we have access to justice. How do all this improve public service performance with access to information, and ensuring that everything around the action plan is resilient. In terms of my reflection, I think the first thing that I wanted to share with the group is I think we need to share tactics more. OGP in Africa has been over 10-year existence between Kenya, Ghana, and South Africa. Is how do we share tactics and insights on how to make open government work for citizens? The second piece that I think has been an issue is democratic transitions, including in civil society and in government. How do we collectively think through how to insulate open government from these shocks? The third piece, I think, for me is co-creation, is how do we build legitimate spaces for co-creation so that we can co-create governance, especially in this era of trust having been eroded with the centrality and focus of citizens. And I think finally for me is how do we deepen the bench? How do we strengthen engagement beyond champions of OGP to the wider civil society, citizens and government? And secondly is also how do we bring unusual players who have not been part of the open government process? And with that, I end my presentation. Thank you very much, Mr. Philippe Thigo, for your rich contribution. We are really happy to have Kenya with us as a leader on open government partnership. So now the floor is to Mr. Patrick Sokela from South Africa. So Mr. Patrick, the floor is yours. Mr. Patrick, can you hear me, please? Mr. Patrick? So we will move to conclusions. If Mr. Patrick can speak, he can do it later, okay? So for now, I will move to French. Mr. Patrick is there. We are seeing you, Mr. Patrick. Can you try to talk to test if we can hear you, please? Can you hear me? Yes, we can hear you very well. Thank you very much for coming back into to Thank you very much. Thank you very much. I appreciate your understanding. South Africa, as you know, is one of the founding members of the OGP. So the idea is to basically stay the course, because as founding members, we have more responsibilities in terms of ensuring that the principles of the OGP are sustained. So basically, that's what we've been trying to do in South Africa.
So with the change of the fifth administration to the current administration, there has been challenges with regard to the issues of corruption, so which has to ensure that we enforce the principle of accountability. So that's basically what South Africa is busy with, to ensure that whatever is happening in the country is not counter to the spirit and the principles of the OJP. So South Africa is committed. We support the initiative that Morocco has taken in terms of organizing this session. And we are with you and we support you. And we are together in this task of taking the OJP to the next level. Thank you very much. Have a nice day. We can't hear you, Dr. Patrick. Is it better now? I'm saying thank you very much. My speech was going to be short, so over to you, Chairperson. Thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Mr. Patrick, to be with us today. So now we will move to recommendations and some conclusions. So I will move to French. If you can just make the translation to French. Donc, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier. Donc, au nom des 11 pays qui ont eu dont on a eu l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, merci pour vous tous pour vos contributions respectives dans cette réflexion d'excellence sur le gouvernement ouvert en Afrique. Aujourd'hui, donc, nous avons eu vraiment le plaisir de la participation de tous ces pays africains, que ce soit des représentants des gouvernements ou de la société civile, pour justement pousser la dynamique et la synergie panafricaine dans le domaine du gouvernement ouvert. Donc cet événement, il a une double connotation. D'un côté, cet événement est l'accomplissement d'un processus d'engagement de différents pays dans le continent. Il reflète le progrès du continent et bien évidemment le leadership de vous tous dans le chantier du gouvernement ouvert. Et d'un autre côté, cet événement confirme le besoin de création de plus d'espaces de partage, mais aussi de mieux valoriser et capitaliser sur les avancées en matière de gouvernement ouvert. Ainsi, notre échange aujourd'hui a engagé un ensemble de recommandations. La première recommandation, c'est justement la nécessité d'engager une dynamique panafricaine pour la promotion du gouvernement ouvert. Et à cet effet, il est proposé de travailler ensemble pour adopter un plan d'action qui vise la synergie et le partage d'expériences entre nos pays. Et pour la mise en place de ce plan d'action, il est opportun de lancer un groupe de travail pour co-créer ensemble ce plan d'action. Ainsi, il est proposé à tous les participants, que ce soit du gouvernement ou de la société civile, de rejoindre ce groupe de travail. Donc, vous allez recevoir une invitation par email et vous serez informé des actualités de ce groupe de travail au fur et à mesure. En parallèle avec la préparation du plan d'action et vu les avancées des différents acteurs africains, gouvernementaux et aussi de la société civile, il est proposé de commencer déjà à promouvoir le partage des bonnes pratiques et des connaissances entre la communauté OGP en Afrique et aussi de partager les outils réutilisables pour permettre à la communauté d'en bénéficier. Pour permettre cet échange de manière efficace et rapide, il est proposé de mettre en place une plateforme en ligne comme espace de partage des outils, des bonnes pratiques et de l'apprentissage par les pairs. On vous propose pour ce faire de se rencontrer à nouveau dans un délai, par exemple, qu'on propose d'1 mois pour co-créer ensemble notre plan d'action. Et en attendant notre prochaine rencontre, je tiens à nouveau à remercier les 11 pays qui ont
participer avec leurs contributions respectives et j'espère que nous arrivons tous à lancer cette dynamique continentale pour le bien-être de tous les citoyens de l'Afrique. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des commentaires ou des suggestions, donc on est là donc, à vous écouter tous, toutes les personnes qui sont présentes parmi nous suite à l'ensemble des recommandations qui ont été donc, proposées. Sarah, si vous permettez, je propose qu'on prend… on ne vous entend pas. Je propose qu'on prend une photo, donc on active tous les caméras et on prend une photo pour mémoriser cet événement. Hein. Bonne idée, Khalid. Voilà. If everybody will open his camera and will take a photo of this. Je ne sais pas si… I don't know if the others, Burkina Faso… Oh, we are waiting for the others to start their cameras, please. Well, I think we just take the capture and… So we'll take the picture. Please smile. Excellent. Thank you very much. So now we will hear for your recommendation. I will maybe, Tarek, if you can add some comments. So there is a comment from Philip Tigo from Kenya that states that Kenya agrees on the recommendations. We also think that basically the use of internet is important to speed up the process of collaboration. So would it be interesting to start with the kind of online exchange as soon as possible, creating an online working group, and basically the online working group would present something for our meeting a month from now, so we don't need to wait. Okay. Monsieur Khalid, donc on vous entend. Madame Mariama aussi. Monsieur Khalid, je vous écoute. D'accord. Donc justement, peut-être il faut organiser une autre séance où on pourra peut-être, donc la première réunion du groupe de travail pour justement avancer sur la constitution de ce groupe et commencer à penser à ça et qui va prendre, mais qui va prendre en charge quoi et surtout que ce groupe soit donc mixte. Hein, donc on va essayer d'avoir quelqu'un de la société civile tunisienne aussi et peut-être chaque pays doit être représenté par un représentant du gouvernement et un représentant de la société civile. Sinon, c'est une très bonne initiative et j'espère que le nombre de pays qui pourront
joindre cette initiative va augmenter le nombre de pays africains parce que par rapport au nombre total, bon, 14 pays, c'est déjà bien, mais on est quand même 50 quelque chose pays en Afrique, donc 54, je pense. Donc 14, c'est trop peu par rapport au nombre. Lorsqu'on voit, par exemple, en Amérique du Sud, la majorité des pays sont membres. Et le problème, ce n'est pas réellement la volonté, mais peut-être les critères. Est-ce qu'ils sont capables donc les critères de prérequis pour adhérer à l'initiative sont satisfaits, sont des mythes, les critères. Donc, il faut travailler sur ça pour avoir plus d'adhérents et plus de pays dans cette initiative. Voilà. Mais sinon, merci le Maroc pour cette initiative et on est là pour vous aider, pour vous épauler dans cette initiative. Merci beaucoup Khalid. On a bien pris note donc, concernant d'avoir avec nous la société civile, ce qui est bien évidemment donc, le principe fondateur de l'OGP. Donc bien entendu, l'idée c'est d'avoir un plan d'action qui est co-créé entre les gouvernements africains et aussi les représentants de la société civile africaine. Donc, et aussi, on a pris note aussi du fait de l'importance d'inclure d'autres pays. Donc, justement, ça fait partie des objectifs de ce réseau donc, et de ce plan d'action. L'objectif, c'est de faire adhérer d'autres pays à cette initiative et ne pas rester dans les 14 pays qui sont actuellement membres de l'OGP et essayer d'assister les autres pays à justement adhérer à cette initiative et à adopter les principes du gouvernement ouvert d'une manière générale. Merci beaucoup Khalid pour ces commentaires très utiles pour lesquels on prend note et aussi donc, on reviendra vers vous donc, dans les prochains jours avec un email pour essayer d'organiser une réunion plus technique donc pour voir un petit peu comment créer ce plan d'action ensemble pour donc justement réussir ce challenge commun. Merci beaucoup Khalid. Madame Mariana, si vous voulez prendre la parole, merci. Merci. Merci de me donner l'opportunité de pouvoir intervenir après les différentes propositions. Bien entendu, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous adhérons à toute recommandation qui nous permettrait d'améliorer la manière de mettre en œuvre l'OGP en Côte d'Ivoire. Comme je l'avais dit lors de mon intervention, nous sommes aujourd'hui en pleine phase de réflexion sur la manière de remoduler le dispositif que nous avons mis en place. Et donc, nous allons tenir compte de cette donne pour, on va dire, créer l'ossature de cette nouvelle organisation, de cette nouvelle structure dans laquelle nous souhaitons inscrire l'OGP. Par rapport à la proposition, moi, je demanderais quand même qu'on fasse attention au nombre de participants, parce que d'expérience, quand il y a trop de personnes dans un groupe, on peut très vite être débordé par rapport aux différentes actions à mettre en place et aux activités même à mener ou tout simplement de permettre à tout le monde de pouvoir se réunir. Donc, je pense que l'idée, elle est très bonne d'avoir ce groupe, mais peut-être que très vite, il faudra réfléchir à avoir peut-être des sous-groupes, peut-être plus homogènes ou plus faciles en termes d'organisation pour pouvoir aller peut-être un peu plus vite sur certains travaux et avoir la notion de grand groupe uniquement pour partager, on va dire, les conclusions et valider les conclusions, les travaux qui seront menés. Donc, vraiment, merci encore à tous pour la richesse des informations partagées et le fait d'avoir pu, on va dire, sortir des recommandations qui sont, on va dire, faciles à mettre en œuvre, en tout cas réalisables, et surtout dans un délai très court. Merci beaucoup à tous.
Merci beaucoup, Mariana, donc pour vos commentaires. Effectivement, donc, on peut réfléchir à des groupes thématiques pour justement concentrer les efforts avec des groupes assez restreints pour pouvoir vraiment sortir avec des choses très concrètes. Donc, on va justement réfléchir tous pendant nos prochaines réunions pour vraiment réussir ce chantier très, très ambitieux. Mr. Thigo, sorry, donc, please, if you can, I see that you have asked us to give your comments. So please, the floor is yours. Thank you very much. Thank you so much. And yes, I agree with Ahlan Khaled. Ça va? Yeah, I speak a little bit of Arabic. Yeah, no, I totally agree with the working group. I think one is that, as I mentioned in one of the lessons that we've seen, is that we only meet during OGP week or the summit. And I think for me, having this mechanism gets us to know about ourselves, but also to understand deeply what sort of is a common challenge. And my sense is that, can we focus on what is a common challenge? We have also mechanisms that already exist. There's an MOU between OGP and the Africa Peer Review Mechanism, right? So that is one thing. For example, I know, Khaled, you are mentioning that we have 53 or plus 52 African countries. So can we use that as one of those mechanisms? I understand the challenge of potentially wanting to be inclusive, but then can we also just leverage on the normative framework that we have? For example, that could be one working group. The second piece that I've seen for me is a challenge, is even as much as we want to go thematic, is transitions. That is a problem, that every time there's a government transition, there's a problem around OGP. And this is a global problem. So this could be something that the working group could look at and be a solution for the world. Because I see a potential of how OGP in Africa can actually be a best practice for OGP for the world. So that could also be my recommendation. How can we think through resiliency around democratic transitions or institutional transitions? Thank you. Thank you very much, Mr. Thigo, for your very valuable feedback. So we take note, and we will think on all what you said in our next meetings that we hope that we can hold in the few days, in the few coming days. Thank you very much, Mr. Thigo, for your very valuable comments. Is there any comments from other participants? So, Sarah, je vais ajouter juste un petit mot. Merci beaucoup, Monsieur Thigo, pour l'intervention. Donc, en fait, je voulais parler de cette sommet de l'OGP à Séoul, en Corée, donc à la fin de l'année, et enfin à la fin de cette année. Et peut-être il faut déjà penser peut-être à un événement sur l'Afrique, donc à soumettre donc une proposition dans le cadre de ce groupe. Donc, j'aime cette idée d'espace africain parce qu'il y a un autre espace qui est un peu francophone, mais qui se limite aux pays francophones. C'est important, c'est aussi intéressant, mais bien sûr, on doit être ensemble, tous les pays anglophones et francophones. En tout cas, on n'est pas très nombreux déjà qui sont membres du PGO. Donc, je pense qu'il faut travailler sur un événement durant ce sommet au nom de ce groupement et de ce réseau et donc penser à plaidoyer donc, pour cette action commune d'OGP Afrique. Voilà. Merci beaucoup, Khaled, pour cette très bonne idée, donc qu'on va intégrer parmi les recommandations
Donc, on va partager avec vous. Donc, on a très bien noté la nécessité d'organiser effectivement un événement donc, qui rassemble ces pays et ça fera partie des recommandations et on va l'inclure aussi dans notre plan d'action. Donc, merci beaucoup Khalid pour cette idée très, très pertinente. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, if there is no other comments, so thank you very much again for all your contributions. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et contributions. Thank you very much. We will share with you all these comments and later a small report gathering all what we have discussed in this event. So thank you very much and we'll let you know the next date of our next meeting. Merci beaucoup à tous les participants. Thank you very much for all the participants. It will really be a successful event. Thank you all for your effort to be with us today and bye. Thank you. Thank you very much. Bye bye. Merci.